La peur d'un seul enfant peut-elle sceller le destin de millions d'âmes pour un siècle? À Paris, en 1651, un garçon de 12 ans, caché dans l'ombre de son lit, feint de dormir. La foule enragée a envahi le palais. Ils veulent voir le roi, s'assurer qu'il n'a pas fui une nouvelle fois. Le jeune Louis retient son souffle, sentant sur son visage la puanteur de la rue et la haine de ses propres sujets. C'est plus qu'une humiliation, c'est une leçon gravée au fer rouge dans l'âme d'un futur dieu. Ce soir-là, Louis XIV ne jure pas seulement de survivre. Il jure de ne plus jamais avoir peur, de ne plus jamais être une marionnette. Il se jure de construire une cage si magnifique que ses ennemis s'y précipiteront d'eux-mêmes, le suppliant de tourner la clé. Quelques années plus tôt, lors de cette guerre civile nommée la Fronde, la famille royale avait dû fuir Paris en pleine nuit, comme des voleurs. Sa mère, la régente Anne d'Autriche, et son mentor, le cardinal Mazarin, lui ont appris la première règle du pouvoir. Un souverain qui inspire la pitié est déjà un souverain mort. Le jeune Louis observe, il apprend. Il voit Mazarin, cet Italien rusé, manipuler les nobles, les acheter avec des promesses, les diviser par la jalousie. Il comprend que les armées sont inutiles si l'on peut conquérir les esprits et les cœurs, ou plutôt, ceux qui se trouvent en dessous. La première à en faire les frais sera celle qu'il aime. Marie Mancini, la nièce du cardinal, une Italienne à l'esprit vif et au sang chaud. Pour elle, il est prêt à tout, même à renoncer au trône. C'est une passion de jeunesse, pure et dévorante. Mais Mazarin et la reine-mère voient les choses différemment. L'amour est un luxe, le trône est un devoir. Un mariage avec l'infante d'Espagne est nécessaire pour sceller la paix. Louis est placé devant un choix impossible, l'amour ou la France. Le cardinal lui souffle à l'oreille, un vrai roi sacrifie ses sentiments. Il ne se laisse jamais dominer par eux. Il les utilise. La rupture est d'une cruauté calculée. Louis congédie Marie avec une froideur qui la glace jusqu'à l'os. Il la regarde s'éloigner, le cœur brisé, et sent le sien se transformer en une machine. Il vient de réussir son premier test. Il a appris à tuer une partie de lui-même pour le pouvoir. Cet acte de trahison personnelle devient la pierre angulaire de son futur règne. Car si l'on peut trahir son propre cœur, trahir les autres n'est plus qu'une simple formalité. Le mariage avec Marie-Thérèse d'Autriche, infante d'Espagne, n'est qu'une transaction politique. Elle est timide, pieuse et ne parle presque pas français. Un pion parfait. Elle lui apporte une dot colossale et des droits sur le trône d'Espagne, mais elle ne lui apportera jamais le frisson du désir. Louis la traite avec un respect distant, celui que l'on accorde à un meuble de prix. Sa fonction est de donner un héritier légitime, rien de plus. La nuit de noces est un devoir d'État, accompli avec la même application qu'une revue militaire. Le jeune roi a désormais compris le mécanisme central qui régira sa cour. La noblesse française, cette caste orgueilleuse et turbulente qui a déclenché la Fronde, ne doit plus jamais avoir le pouvoir de se rebeller. Il ne va pas les combattre sur le champ de bataille, c'est trop vulgaire. Il va les attirer dans son orbite, les rendre dépendants non pas de leur terre, mais de son regard. Pour ce faire, il doit créer une nouvelle monnaie, plus désirable que l'or et plus puissante que l'acier. L'accès à sa personne. Et le chemin le plus court vers le roi passera désormais par le lit royal. Il ne s'agit pas de débauche, mais de stratégie. Chaque faveur, chaque titre, chaque pension sera accordée en fonction de la proximité. Et cette proximité sera régie par le désir. Le désir du roi pour une femme, le désir des courtisans pour la faveur que cette femme peut leur obtenir. Versailles n'est encore qu'un modeste pavillon de chasse, mais dans l'esprit de Louis, les plans d'un labyrinthe de pierre et de chair commencent à se dessiner. Un théâtre où chaque courtisan devra jouer un rôle sous peine de disparaître. Imaginez-vous un instant dans la peau de ce jeune monarque. Seriez-vous capable de sacrifier votre unique amour pour consolider une paix fragile, sachant que ce sacrifice vous transformera à jamais? À Versailles, un secret bien gardé n'était qu'une marchandise en attente de son acheteur. Louis a appris à faire de chaque murmure une arme et de chaque passion une chaîne. L'aristocratie pensait venir à la cour pour briller, elle venait en réalité pour être domestiquée. La cage dorée se dessinait, et la première à y entrer, le cœur rempli d'un amour sincère, allait bientôt découvrir que l'amour du roi est une faveur qui brûle l'âme. Pour contrôler la noblesse, il fallait contrôler ses désirs, et le roi allait devenir le maître absolu de ce jeu.
Le contrôle des désirs de la cour exigeait un sacrifice public, une victime exemplaire. Ce rôle échut, sans qu'elle le sache, à une jeune femme de la suite de sa belle-sœur, Henriette d'Angleterre. Elle s'appelait Louise de la Vallière, elle n'était ni la plus belle ni la plus spirituelle, mais elle avait une qualité rare à la cour, elle était sincère. Elle tomba éperdument amoureuse de Louis, non pour son pouvoir, mais pour l'homme qu'elle croyait deviner derrière le monarque. Et le roi, pour la première et peut-être la dernière fois, se laissa séduire par cette pureté. Leur liaison, d'abord secrète, devint rapidement l'instrument politique que Louis attendait. Il ne s'agissait plus de rencontres furtives. Le roi afficha sa maîtresse. Il l'exhiba. Cet amour devint un spectacle, une déclaration de guerre aux anciennes conventions. La première cible de cette stratégie fut la reine elle-même. Marie-Thérèse, déjà isolée par la langue et la culture, devint l'ombre silencieuse de sa propre cour. L'humiliation suprême eut lieu lors d'un voyage officiel. Louis força la reine et sa maîtresse à partager le même carrosse. Imaginez la scène. La reine légitime, fille du plus puissant roi d'Europe, assise face à la femme qui partageait le lit de son mari, le ventre déjà arrondi par un enfant illégitime. Dehors, la foule acclamait le roi et sa belle maîtresse, ignorant la reine. Qu'est-ce qui est pire dans une telle situation? La trahison de votre mari ou celle de toute une nation qui applaudit votre rival? Les courtisans comprirent immédiatement le message. Le pouvoir ne résidait plus dans la légitimité du sang ou les alliances anciennes. Il résidait dans le caprice royal. Pour plaire au roi, il fallait plaire à sa maîtresse. Louise, timide et mal à l'aise, se retrouva au centre d'un tourbillon d'intrigues. Elle qui ne désirait que l'amour de Louis devint la distributrice des faveurs, la porte d'entrée vers le trésor royal. Les ducs et les marquis, qui quelques années plus tôt défiaient l'autorité royale les armes à la main, faisaient désormais la queue pour obtenir un sourire de la jeune femme. C'est à cette époque que Versailles commença sa métamorphose. Le pavillon de chasse de son père devint un chantier colossal. Mais ce n'était pas un simple palais qui sortait de terre. C'était le décor de la nouvelle pièce de Louis. Chaque galerie, chaque salon, chaque jardin était conçu pour voir et être vu. L'intimité n'existait plus. Les murs n'avaient pas d'oreilles. Ils avaient dit des yeux. L'étiquette, ce code de conduite en apparence absurde et rigide, devint la loi. Se lever, s'asseoir, parler, manger. Chaque geste était codifié et sa parfaite exécution témoignait de votre proximité avec le soleil. Une erreur pouvait signifier la disgrâce. Versailles était une scène où le seul spectateur qui comptait était le roi. La naissance des enfants illégitimes de Louis et Louise fut l'étape suivante du plan. Le roi ne se contenta pas de les reconnaître, il les légitima. Il leur donna des titres et des fortunes, les plaçant au-dessus de certains membres de la vieille noblesse. C'était un coup de génie politique. Il créait une nouvelle aristocratie, une élite qui lui devait tout et qui n'avait aucune loyauté en dehors de sa personne. Ces bâtards royaux étaient le symbole vivant de son pouvoir absolu. Il pouvait littéralement créer des princes à partir du péché. Louise de la Vallière, cependant, n'était pas taillée pour ce rôle. Sa conscience religieuse la tourmentait. Chaque caresse du roi lui semblait être un pas de plus vers l'enfer. Elle souffrait des humiliations constantes infligées à la reine, pour qui elle éprouvait une sincère pitié. Elle tenta plusieurs fois de fuir la cour pour se réfugier dans un couvent, mais à chaque fois, le roi, plus par orgueil que par amour, la força à revenir. Sa tristesse et sa culpabilité commencèrent à lasser le monarque. Un instrument doit être efficace. Un instrument qui pleure est défectueux. Le roi avait besoin de quelque chose de plus éclatant, de plus audacieux. Le système qu'il avait mis en place exigeait une reine de l'ombre qui embrasserait son rôle avec joie et ambition, pas avec des larmes. À Versailles, la pitié était une maladie contagieuse qu'il fallait éradiquer avant qu'elle n'affaiblisse le pouvoir. La sincérité de Louise l'avait hissée au sommet. Mais c'est cette même sincérité qui allait provoquer sa chute. Elle n'avait pas compris que dans ce théâtre, les sentiments authentiques étaient une faiblesse mortelle. Le roi, en architecte impitoyable, était déjà à la recherche de sa nouvelle actrice principale. Une femme qui comprendrait que l'amour n'est pas une fin en soi, mais une arme. Le déclin de Louise fut aussi public que son ascension. Une nouvelle étoile montait à la cour, une femme qui était son antithèse parfaite, belle, spirituelle, ambitieuse et totalement dénuée de scrupules.
Son nom était Athénaïs de Rochechouart, marquise de Montespan. Le roi avait prouvé qu'il pouvait transformer l'amour en pouvoir. Il allait maintenant apprendre à quel point le pouvoir pouvait corrompre l'amour jusqu'à le transformer en son contraire. Louise n'était qu'une répétition. Le véritable spectacle de la monarchie absolue, avec ses fastes et ses ténèbres, était sur le point de commencer. La cage dorée avait trouvé sa première prisonnière volontaire, mais le prédateur le plus dangereux n'était pas le roi. C'était la nouvelle favorite qui attendait dans l'ombre. Athénaïs de Montespan n'est pas entrée à la cour, elle l'a conquise. Là où Louise de la Vallière était une violette timide, la Montespan était une rose éclatante, couverte d'épines. Amie de Louise, elle utilisa cette proximité pour se rapprocher du roi, offrant son esprit brillant et son humour acéré comme un antidote à la mélancolie de sa rivale. La séduction fut une campagne militaire menée avec une précision chirurgicale. Elle ne s'est pas offerte au roi, elle l'a défié, l'a amusé, l'a rendu dépendant de sa présence. Lorsque Louis succomba enfin, ce ne fut pas une victoire de l'amour, mais une prise de pouvoir. La transition fut d'une brutalité inouïe. La pauvre Louise, encore favorite en titre, fut contrainte de jouer le paravent, voyageant dans le même carrosse que le roi et sa nouvelle maîtresse pour sauver les apparences. Elle était devenue l'ombre d'elle-même, un fantôme servant à masquer le triomphe de celle qui l'avait trahi. Le règne de la Montespan, que la cour surnommait Quantum Calda, la chose chaude, marqua l'apogée de la splendeur de Versailles. L'argent coulait à flots, les fêtes atteignaient des sommets de magnificence et d'extravagance jamais vus. Athénaïs, reine non couronnée de France, dictait la mode, faisait et défaisait les carrières des ministres et traitait la reine légitime avec un mépris à peine voilé. Elle donna 7 enfants au roi, tous légitimés, qui formèrent une véritable dynastie parallèle. Son appartement à Versailles était plus grand et plus luxueux que celui de la reine. C'était le véritable centre du pouvoir. Mais cette façade étincelante cachait une obscurité grandissante. Le roi, bien que captivé, était un homme inconstant. La peur de le perdre, de perdre ce pouvoir absolu qu'elle avait conquis, rongeait la marquise. Comment garder l'homme le plus désiré du royaume? La religion offrait des prières, mais la superstition offrait des solutions plus rapides. Des rumeurs commencèrent à circuler dans les couloirs du palais. On parlait de filtres d'amour glissés dans la nourriture du roi, de poudres aphrodisiaques fournies par des sorcières des bas-fonds de Paris. À Versailles, un sourire n'était pas un signe d'amabilité, mais seulement une démonstration que les dents n'avaient pas encore été empoisonnées. L'obsession de la Montespan pour garder l'emprise sur le roi la poussa de plus en plus loin dans les ténèbres. Les murmures ne parlèrent plus seulement de filtres, mais de messes noires. Des récits glaçants faisaient état de rituels sacrilèges célébrés dans des caves secrètes où des prêtres défroqués officiaient sur l'autel d'un corps de femme nue. Le but de ces cérémonies sataniques, lier la volonté du roi à celle de sa maîtresse pour l'éternité. Seriez-vous capable de pactiser avec les forces les plus sombres, non par amour, mais par pure soif de pouvoir? Pour Athénaïs, la question ne se posait même pas. Le trône de France valait bien une messe, même si elle était dite à l'envers. Pendant ce temps, Louise de la Vallière, brisée, trouva enfin la force de quitter cet enfer. Sa retraite au couvent des Carmélites fut un événement national. Avant de prononcer ses vœux, elle se jeta aux pieds de la reine implorant son pardon. La cour, ce monstre à 1000 têtes, assista à cette scène avec une curiosité malsaine. La chute d'une favorite était un spectacle encore plus savoureux que son ascension. La Vallière, en se retirant du monde, et qui s'en est portait un jugement silencieux mais terrible sur le système que Louis avait créé. Elle montrait que la seule issue possible était la fuite ou la mort spirituelle. La Montespan, débarrassée de sa rivale, était au sommet de sa gloire. Elle était la maîtresse du roi, la mère de prince, la véritable souveraine. Mais son triomphe avait un goût de cendre. Sa dépendance au sortilège et au poison la liait à un monde souterrain dangereux et imprévisible. Elle avait joué avec le feu pour conserver le soleil, sans se rendre compte que les ombres qu'elle invoquait allaient bientôt menacer d'engloutir non seulement elle, mais le trône tout entier. La décadence avait atteint son paroxysme. Versailles brillait de 1000 feux, mais dans les caves, le sang commençait à couler. L'éclat du luxe et de l'esprit
ne parvenait plus à masquer l'odeur de soufre et de mort qui montait des profondeurs du royaume. Le plus grand scandale du siècle était sur le point d'éclater, et il allait éclabousser jusqu'aux marches du trône. Les rituels occultes de la Montespan n'étaient que la partie émergée d'un iceberg de crimes et de corruption. Au cœur de Paris, un réseau de devins, d'avorteurs et d'empoisonneurs prospérait, offrant ses services à une clientèle désespérée ou sans scrupules. Le chef de la police de Paris, Gabriel Nicolas de la Reynie, un homme austère et implacable, commença à enquêter sur une série de morts suspectes dans l'aristocratie. Ce qui commença comme une simple affaire d'héritage se transforma rapidement en une descente aux enfers. L'arrestation d'une empoisonneuse notoire, la Voisin, ouvrit la boîte de Pandore. Sous la torture, elle et ses complices livrèrent des noms si haut placés que la Reynie crut d'abord à un délire. Des marquises, des ducs, des officiers de la cour, tous clients de ce marché de la mort. L'enquête révéla une société secrète du crime, où l'on achetait des poudres de succession pour se débarrasser d'un conjoint encombrant ou d'un père trop lent à mourir. Toute l'élite de Versailles semblait impliquée. C'était une épidémie de parricide et de fratricide, une guerre civile menée non pas à l'épée, mais avec une goutte d'arsenic dans un verre de vin. Louis XIV, informé par son chef de la police, créa une cour de justice spéciale, la Chambre ardente, pour juger ces crimes. Les arrestations se multiplièrent. La Bastille se remplit de membres de la haute noblesse. La paranoïa s'empara de Versailles. On n'osait plus manger un plat sans qu'un serviteur ne l'ait goûté avant. Chaque verre de vin pouvait être le dernier. La cage dorée était devenue une souricière mortelle. Le point culminant de l'horreur fut atteint lorsque le nom de la favorite royale, Athénaïs de Montespan, fut prononcé par plusieurs accusés. Les témoignages étaient accablants. Non seulement elle aurait acheté des filtres pour conserver l'amour du roi, mais elle aurait participé à des messes noires, où des nouveau-nés auraient été sacrifiés pour sceller le pacte avec le diable. Pire encore, on l'accusa d'avoir tenté d'empoisonner une nouvelle rivale qui commençait à capter l'attention de Louis. Le roi fut confronté à un dilemme atroce. Faire éclater la vérité signifierait admettre que sa cour était un repère d'assassins, que sa maîtresse était une adoratrice de Satan et que le lit de France était souillé par le sang d'innocents. Cela détruirait le mythe du droit divin, l'image sacrée du monarque. L'absolutisme lui-même était en jeu. Imaginez sa position. Livrer à la justice la mère de 7 de vos enfants, la femme que vous avez passionnément aimée pour sauver l'État, ou étouffer l'affaire et vivre avec le secret de ses crimes. Le choix de Louis fut celui d'un homme d'État, pas celui d'un homme de justice. Il ordonna à la Reynie de cesser les interrogatoires menant à la Montespan. Il fit brûler les transcriptions les plus compromettantes. Les petits coupables furent le pendu ou brûlés vifs sur la place de Grève, pour l'exemple. Les aristocrates les plus impliqués furent discrètement exilés ou emprisonnés à vie dans des forteresses lointaines. L'affaire des poisons fut officiellement close, mais le mal était fait. La Montespan fut publiquement disgraciée, non pour ses crimes, mais pour avoir déplu au roi. Elle fut bannie de la cour, condamnée à vivre loin de ses enfants et de son ancien amant. Son règne s'acheva dans l'humiliation et le silence. Louis XIV avait sauvé la face de la monarchie, mais à quel prix? Il avait sacrifié la justice pour la raison d'État. Le roi Soleil, qui se voulait l'incarnation de la lumière et de l'ordre, régnait désormais sur un royaume bâti sur un charnier de secrets. L'affaire des poisons révéla la vérité crue derrière la façade de Versailles. La civilisation n'est qu'un vernis fragile posé sur la barbarie des instincts. Le système de Louis, conçu pour contrôler la noblesse par le désir, avait engendré des monstres. Il avait voulu jouer avec les passions humaines, mais il avait déchaîné des démons qu'il ne pouvait plus maîtriser. La lumière du roi Soleil projetait désormais une ombre longue et sanglante. Que feriez-vous à la place du roi? Sacrifier la justice pour maintenir la stabilité du royaume ou risquer une crise d'État pour punir les coupables, même les plus proches? Partagez votre verdict dans les commentaires et décidez du sort d'un monarque pris au piège. Tandis que la cour du roi se purgeait de ses empoisonneurs, un autre monde tout aussi décadent et dangereux prospérait à quelques lieues de là. C'était la cour de Philippe de France, duc d'Orléans, frère unique du roi, connu de tous sous le simple titre de Monsieur. Si Versailles était le théâtre de l'hétérosexualité d'État,
Le palais royal de Monsieur était la scène d'une contre-culture aristocratique et homosexuelle, un univers parallèle que Louis méprisait mais qu'il devait surveiller de près. Philippe était l'exact opposé de son frère. Élevé délibérément comme une fille par Mazarin et Anne d'Autriche pour ne jamais faire d'ombre au futur roi, il avait développé un goût prononcé pour les robes, les bijoux et les jeunes hommes. Efféminé, capricieux, mais aussi un chef de guerre courageux lorsque l'occasion se présentait, il vivait dans une relation complexe d'amour et de haine avec Louis. Le roi le tenait à l'écart des affaires sérieuses de l'État mais lui accordait des richesses immenses, lui permettant de maintenir une cour rivale, un exutoire pour les courtisans qui ne trouvaient pas leur place dans la rigide étiquette de Versailles. La vie de Monsieur était dominée par une succession de favoris masculins, les mignons, qui exerçaient sur lui une influence considérable. Le plus célèbre et le plus redoutable d'entre eux était le chevalier de Lorraine, un homme d'une beauté arrogante et d'une ambition sans limite. Le chevalier ne contrôlait pas seulement les finances et les affections du duc, il menait sa propre politique, tissant des alliances et des intrigues qui interféraient souvent avec celles du roi. Le drame de la cour de Monsieur se joua à travers ces deux mariages, tous deux arrangés par Louis pour des raisons politiques. Sa première épouse fut Henriette d'Angleterre, la sœur du roi Charles II d'Angleterre. Intelligente et charmante, elle devint rapidement une confidente de Louis, ce qui rendit son mari fou de jalousie. Elle était un pion essentiel dans les négociations secrètes entre la France et l'Angleterre. Mais elle était aussi la rivale du chevalier de Lorraine pour l'influence sur son mari. Elle parvint à faire exiler le chevalier, signant, sans le savoir, son propre arrêt de mort. En 1670, au retour d'une mission diplomatique triomphale en Angleterre, Henriette, âgée de 26 ans, mourut en quelques heures dans d'atroces souffrances après avoir bu un verre d'eau de chicorée. Elle cria qu'on l'avait empoisonnée. L'autopsie officielle conclut à une mort naturelle, mais personne à la cour n'y crut. Tous les soupçons se portèrent sur le chevalier de Lorraine, revenu d'exil juste à temps pour assister à l'agonie de sa némésis. A-t-il agi seul ou avec la complicité de Monsieur, lassé d'être éclipsé par sa femme? Le secret de la mort d'Henriette est l'un des plus grands mystères du règne du roi Soleil. Louis, bien que profondément affecté, choisit une fois de plus la raison d'État. Une enquête approfondie aurait pu provoquer une guerre avec l'Angleterre. Le silence fut acheté. Le chevalier de Lorraine fut brièvement éloigné, puis revint en grâce, plus puissant que jamais. À la cour, il n'y a pas de justice pour les morts, seulement des arrangements pour les vivants. La seconde épouse de Monsieur, la princesse Palatine, une Allemande robuste et au franc-parler, fut un choix plus judicieux. Elle détestait le chevalier et les mignons de son mari, mais elle était trop pragmatique pour les affronter directement. Dans ses lettres, qui constituent un témoignage inestimable sur l'époque, elle décrit sans phare la débauche, les complots et les mœurs de cette autre cour. Elle donna des enfants à son mari, assurant ainsi la lignée des Orléans, mais leur vie commune fut une guerre froide permanente. La cour de Monsieur était plus qu'un simple théâtre de la décadence. C'était une soupape de sécurité pour le système de Louis. Elle canalisait les ambitions et les frustrations de ceux qui ne cadraient pas avec le modèle versaillais, mais c'était aussi un foyer constant d'intrigues, une source de renseignements pour les ambassadeurs étrangers et un rappel permanent pour Louis que même son propre sang pouvait être une menace. Il contrôlait son frère en le couvrant d'or et d'honneur, mais il le faisait espionner en permanence. Cette haine fraternelle, ce mélange de mépris et de dépendance, révèle une autre facette du pouvoir absolu. Il isole. Au sommet, on ne peut faire confiance à personne et surtout pas à sa propre famille. Tandis que les poisons et les complots de palais défrayaient la chronique, une révolution silencieuse et bien plus redoutable se préparait dans l'ombre du trône. Après la chute spectaculaire de la Montespan, le roi, vieillissant et lassé des scandales, se tourna vers une femme qui n'offrait ni la passion dévorante de la Vallière, ni l'éclat sulfureux d'Athénaïs. Elle offrait la paix. Son nom était Françoise d'Aubigné, veuve du poète Scarron, plus connue sous le titre que le roi lui offrit. Madame de Maintenon, son ascension est un chef-d'œuvre de stratégie psychologique. Engagée à l'origine comme gouvernante secrète des enfants illégitimes que le roi avait eus avec la Montespan, elle gagna la confiance de Louis par sa discrétion, son intelligence et sa piété affichée.
Alors que la Montespan hurlait et faisait des scènes de jalousie pour retenir le roi, la Maintenon lui offrait une oreille attentive et des conseils moraux. Elle devint son amie, sa confidente, son havre de paix. Elle n'attaqua jamais sa rivale de front. Elle se contenta de mettre en lumière ses défauts par contraste. Elle était le calme face à la tempête, la modestie face à l'arrogance, la vertu face au vice. Dans une cour où tout était spectacle, elle inventa le pouvoir de l'effacement. Elle comprit que pour un homme qui avait tout eu, la seule nouveauté était la retenue. Le duel entre les deux femmes fut une guerre d'usure. La Montespan se battait avec les armes de la séduction et de la colère. La Maintenon se battait avec celle de la patience et de la culpabilité. Elle parlait au roi de son âme, de son salut éternel, de ses devoirs envers Dieu. Elle transforma lentement le lit royal en un confessionnal. Après la mort de la reine Marie-Thérèse en 1683, Louis, âgé de 45 ans, prit une décision qui stupéfia le monde, si le monde l'avait su. En secret, au milieu de la nuit, dans la chapelle privée de Versailles, il épousa Françoise de Maintenon. La veuve roturière devint l'épouse morganatique du plus grand roi de la chrétienté. Elle ne fut jamais reine, elle ne porta jamais la couronne, mais son influence devint absolue. Seriez-vous capable de renoncer à la reconnaissance publique du pouvoir pour en exercer la réalité dans l'ombre? Pour la Maintenon, le secret était la clé de sa force. L'arrivée de Madame de Maintenon, comme la surnommaient les courtisans d'Épité, marqua un tournant radical dans la vie de Versailles. La cage dorée se transforma en un monastère austère. Fini les fêtes somptueuses, les ballets et les opéras. Place aux messes, aux sermons et aux lectures pieuses. Les décolletés plongeants furent remplacés par des cols montants. Les libertins d'hier furent contraints de faire étalage d'une dévotion hypocrite pour ne pas tomber en disgrâce. La cour, qui avait appris à survivre par l'intrigue amoureuse, dut apprendre à survivre par l'intrigue religieuse. La Maintenon devint la reine de l'ombre de la France. Rien ne se décidait sans son avis. C'est elle qui influençait la nomination des évêques, des ministres et des généraux. Son pouvoir était d'autant plus grand qu'il était invisible. Elle ne demandait rien, elle suggérait. Elle ne donnait pas d'ordre, elle inspirait les décisions du roi. C'est sous son influence que Louis XIV révoqua l'édit de Nantes en 1685, mettant fin à la tolérance religieuse et forçant des centaines de milliers de protestants à l'exil, une catastrophe économique et humaine pour le royaume. Cette dictature de la piété était peut-être plus étouffante encore que la tyrannie du désir. Auparavant, pour réussir, il fallait plaire au roi et à sa maîtresse. Désormais, il fallait plaire à Dieu, ou du moins à celle qui se prétendait son ambassadrice sur terre. Le système de contrôle de Louis avait atteint sa forme ultime. Après avoir domestiqué les corps par le désir, il cherchait à présent à domestiquer les âmes par la foi. Versailles, jadis le temple du plaisir, était devenu celui de la pénitence. Mais l'hypocrisie qui suintait des murs était la même. Car, à la cour, la vertu, comme le vice, n'était qu'un masque de plus pour dissimuler l'éternelle et unique ambition, le pouvoir. La nouvelle reine de l'ombre, Madame de Maintenon, ne porta jamais d'enfant au roi. Mais Versailles était déjà plein des fruits de ses anciennes amours. Les enfants de Louis XIV, légitimes ou bâtards, furent les premières victimes et les principaux rouages de la machine versaillaise. Ils n'étaient pas des personnes, mais des instruments dynastiques, des pièces sur l'échiquier de l'Europe, sacrifiées sans hésitation pour la gloire de la maison de Bourbon. Le seul enfant légitime à survivre à l'enfance, le grand dauphin, était un homme apathique et sans envergure, écrasé par la personnalité de son père. Louis le tenait à l'écart du pouvoir, le traitant avec un mépris à peine dissimulé. Le dauphin passait ses journées à chasser le loup et à collectionner les meubles, attendant une couronne qui ne viendrait jamais. Sa cour, au château de Meudon, était un foyer de résistance passive à l'austérité imposée par la Maintenon. Mais elle n'avait aucune influence réelle. Le sort des filles de France était encore moins enviable. Elles étaient la monnaie d'échange des traités de paix. À peine pubères, elles étaient expédiées aux quatre coins de l'Europe pour épouser des souverains qu'elles n'avaient jamais vus. Le roi d'Espagne, le duc de Savoie, l'électeur de Bavière. Certaines connurent un destin tragique, mourant en couches dans un pays étranger dont elles maîtrisaient à peine la langue, regrettant la cage dorée qu'elles avaient dû quitter.
Mais le véritable drame se jouait autour des bâtards légitimés, les enfants de Lavallière et surtout de Montespan. Louis les aimait, peut-être plus que ses enfants légitimes, car ils étaient la preuve vivante de son pouvoir de défier les lois de Dieu et des hommes. Il les combla de richesses, de titres et d'honneurs. Le duc du Maine, fils aîné de la Montespan, devint son favori. Mais cette faveur empoisonna la vie de la cour. Une guerre sourde et haineuse éclata entre les princes du sang, les héritiers légitimes et les bâtards. Les princes du sang étaient obligés de céder le pas à des hommes qu'ils considéraient comme le fruit du péché. Les humiliations protocolaires mal éteignaient quotidiennes et insupportables. Pour renforcer encore la position de sa progéniture illégitime et consolider le pouvoir de sa dynastie, Louis conçut un plan monstrueux. Il maria ses enfants entre eux. Ces bâtards épousèrent ses neveux et nièces issus de la lignée de son frère Monsieur. Le duc de Chartres, futur régent, fut contraint d'épouser mademoiselle de Blois, la fille que le roi avait eue de la Montespan. Il considérait cette union comme une souillure. Imaginez l'atmosphère de ces mariages forcés. Des adolescents sacrifiés sur l'autel de l'ambition paternelle, contraints de s'unir à leurs propres cousins et cousines, dans des cérémonies fastueuses qui masquaient comme mal la haine et le dégoût. Versailles se transforma en un nid de vipères incestueux où les jalousies familiales se mêlaient aux intrigues politiques. Les jeunes princes et princesses, élevés dans ce climat délétère, reproduisaient les vices de leurs aînés. Ils se livraient à la débauche, conspiraient les uns contre les autres et défiaient ouvertement l'autorité d'un père vieillissant. La cage dorée était devenue une usine à héritiers, mais elle produisait des créatures brisées, des monstres d'orgueil et de ressentiment. Rien n'illustre mieux cette tragédie que le sort des petits-enfants du roi. Le duc de Bourgogne, l'aîné, était un espoir pour le royaume, un jeune homme intelligent et pieux. Mais il mourut, ainsi que sa femme et son fils aîné, d'une épidémie de rougeole en 1712, laissant le trône à un arrière-petit-fils en bas âge. Pour le pouvoir absolu, rien n'est sacré, pas même le sang de ses enfants. Le système de Louis, en voulant tout contrôler, avait fini par tout corrompre, y compris sa propre lignée. En cherchant à élever ces bâtards au rang des dieux, il avait semé les graines de la discorde qui affaiblirait la monarchie bien après sa mort. Le roi avait voulu créer une dynastie éternelle, mais il n'avait réussi qu'à léguer un héritage de haine. Quel était le prix acceptable pour la survie d'une dynastie? Le sacrifice du bonheur de ses propres enfants ou la fragilisation de l'État par le respect de leur liberté? Laissez votre opinion dans les commentaires, le débat traverse les siècles. Le système versaillais, qui faisait et défaisait les reines de l'ombre et sacrifiait les enfants, reposait sur une classe d'hommes oubliés, des figures à la fois tragiques et comiques, les maris des maîtresses royales. Ces hommes, membres de la plus haute noblesse, étaient contraints d'accepter l'inacceptable, partager leurs femmes avec le roi et voir leurs propres enfants déshérités au profit des bâtards royaux. Leur histoire est celle de l'humiliation érigée en institution. La plupart acceptèrent leur sort avec un pragmatisme cynique. En échange de leur silence et de leur complaisance, ils recevaient des gouvernements de province, des commandements militaires, des pensions exorbitantes. Ils devenaient des cocus magnifiques, enviés pour leur fortune et secrètement moqués pour leur déshonneur. Ils fermèrent les yeux, encaissaient l'or du roi et se consolaient dans les bras d'autres femmes. Le cocuage était devenu un titre de gloire officieux, la preuve d'une connexion, même humiliante, avec le centre du pouvoir. À Versailles, le ridicule ne tuait pas, il enrichissait. Mais il y eut une exception, un homme qui refusa de jouer le jeu. Louis-Henri de Pardaillan de Gondrin, marquis de Montespan. Lorsque sa femme Athénaïs devint la maîtresse du roi, il n'accepta ni les offres d'argent, ni les menaces. Il décida de se battre. Sa rébellion fut l'un des plus grands scandales du règne. Le marquis était un homme de Gascogne, au sang chaud et à l'ego surdimensionné. Il commença par organiser un scandale public à Saint-Germain. Il arriva à la cour dans un carrosse peint en noir, tiré par des chevaux noirs, et annonça qu'il portait le deuil de sa femme, non pas morte, mais perdue par la grâce du roi. Puis, il poussa la provocation jusqu'à orner son carrosse d'immenses cornes de cerf, symbole universel du mari trompé. Il paradait ainsi dans tout Paris, défiant ouvertement le monarque. Imaginez l'audace, attaquer le roi Soleil,
non pas avec une épée, mais avec la plus blessante des armes, le ridicule. Chaque tour de roue de son carrosse était une gifle à la face du pouvoir absolu. Louis XIV, qui contrôlait les armées et les nations, était impuissant face à l'ironie d'un seul homme. Le roi, furieux, tenta d'abord de l'acheter. Le marquis refusa, il tenta de l'effrayer. Le marquis répondit par de nouvelles provocations. Il alla jusqu'à organiser dans son château un simulacre d'enterrement pour sa femme, morte à la vertu. La coupe était pleine. Le pouvoir absolu ne tolère pas la dissidence, surtout lorsqu'elle prend la forme d'une farce. Le marquis de Montespan fut arrêté et d'abord emprisonné à la Bastille, puis exilé sur ses terres avec l'interdiction formelle de jamais reparaître à la cour ou à Paris. Sa rébellion était écrasée, il passa le reste de sa vie en exil, ruiné et seul. Son histoire est celle d'un homme qui a préféré l'honneur à la fortune. Il fut le seul à oser dire non au système. Son échec servit de leçon à toute l'aristocratie. On ne défie pas le soleil, on se brûle, ou on apprend à danser dans sa lumière, même si cela signifie y perdre son âme. Les autres maris trompés, les cornards consentants, regardèrent Zachut avec un mélange de soulagement et de mépris. Il leur rappelait une dignité qu'ils avaient eux-mêmes vendue aux plus offrants. À travers le destin brisé du marquis de Montespan, c'est toute la logique du système de Louis qui se révèle. La cage dorée n'emprisonnait pas seulement les femmes et les courtisans, elle émasculait les hommes. Elle remplaçait les valeurs traditionnelles de l'aristocratie, l'honneur, le courage, la lignée, par une seule nouvelle valeur, la proximité avec le roi, quel qu'en soit le prix moral. Le roi Soleil avait réussi son pari. Il avait transformé les descendants des fiers guerriers féodaux en une armée de cocus dociles et bien nourris. L'esprit de la Fronde était définitivement mort, non pas tué par le fer, mais dissous dans le cynisme et le ridicule. Le corps du roi, jadis symbole de la vigueur de la France, était devenu le théâtre d'une dernière bataille, bien plus intime mais tout aussi politique. Les dernières années de Louis XIV furent une lente et douloureuse décomposition, une leçon d'anatomie publique qui mettait à nu la fragilité de la chair derrière le mythe du droit divin. Le roi Soleil se couchait et le crépuscule était effrayant. La santé du monarque, qui avait toujours été robuste, commença à décliner. Il souffrait de la goutte, de migraines chroniques, de fièvre, il perdit toutes ses dents et une opération bâclée pour extraire une molaire lui perfora le palais, le forçant à ne plus pouvoir boire sans que le liquide ne lui ressorte par le nez. Mais le mal le plus célèbre qui le frappa fut une fistule anale en 1686. Une affection douloureuse et humiliante pour un homme qui passait sa vie en représentation. Les médecins de la cour, plus charlatans que savants, essayèrent tous les remèdes possibles, des lavements au cataplasme. Rien n'y fit, il fallut se résoudre à l'opération, une grande opération qui consistait à ouvrir la chair à vif avec un bistouri spécialement conçu. Le risque de mourir d'une infection était immense. L'opération eut lieu à Versailles, sans anesthésie. Le roi, faisant preuve d'un courage surhumain, endura le supplice sans un cri, sous les yeux de Madame de Maintenon et de ses principaux ministres. Le succès de l'opération fut célébré comme une victoire militaire. Un hymne, « Dieu sauve le roi », fut composé pour l'occasion et devint plus tard l'hymne national britannique. Toute la cour se fit un devoir d'avoir une fistule imaginaire et la chirurgie devint à la mode. Mais derrière cette façade de contrôle, la décrépitude avançait. La fin fut encore plus terrible. En août 1715, le roi se plaignit d'une douleur à la jambe. Les médecins diagnostiquèrent une sciatique. C'était en réalité la gangrène. La jambe commença à noircir. L'odeur de la pourriture envahit la chambre royale. Jusqu'au bout, Louis tenta de gouverner, de maintenir l'étiquette, de jouer son rôle de roi. Il recevait les ambassadeurs depuis son lit de mort, le visage rongé par la douleur, mais la voix toujours impérieuse. Pendant que le corps du tyran se décomposait, la cour était paralysée dans une attente fébrile. Une lutte acharnée pour le pouvoir se jouait en coulisses. L'hécatombe des années précédentes avait laissé le champ libre. Le grand dauphin était mort. Ses fils, le duc de Bourgogne et le duc de Berry, étaient lui morts. Il ne restait comme héritier direct qu'un enfant de 5 ans. L'arrière-petit-fils du roi, le futur Louis XV. La question était, qui allait gouverner pendant sa minorité ?
Deux factions s'affrontaient. D'un côté, le duc du Maine, le fils bâtard légitimé et favori du roi, soutenu par Madame de Maintenon. De l'autre, Philippe d'Orléans, le neveu du roi, fils de monsieur, un libertin intelligent mais débauché, à qui revenait légitimement la régence. Louis, sur son lit de mort, rédigea un testament complexe qui tentait de diviser le pouvoir, donnant le commandement militaire au duc du Maine et la présidence d'un conseil de régence à Philippe d'Orléans. C'était une dernière tentative pour contrôler le royaume depuis sa tombe. Des scènes surréalistes eurent lieu autour du monarque agonisant. On fit venir des charlatans de province qui lui firent à boire un élixir miraculeux. Pendant un instant, le roi se sentit mieux. Et la cour, qui avait déjà commencé à se tourner vers le futur régent, revint en hâte se prosterner devant le mourant. Mais ce ne fut qu'un bref sursis. La gangrène gagna le torse. Le 31 août, face à ses courtisans en larmes, il prononça ces dernières paroles célèbres. « Pourquoi pleurez-vous? Avez-vous cru que j'étais immortel ?» Il mourut le 1er septembre 1715, après 72 ans de règne. Le roi Soleil était mort. Versailles était orphelin. Mais la mort du tyran ne signifiait pas la fin du système. Elle ne faisait que libérer les appétits féroces qu'il avait si longtemps contenus. La bataille pour son héritage ne faisait que commencer. La splendeur de Versailles, bâtie sur la volonté d'un seul homme, allait maintenant être mise à l'épreuve de la pourriture politique et de la cupidité humaine. La mort du roi fut le signal de la curée. Le lendemain même de ses funérailles, son neveu Philippe d'Orléans se rendit au Parlement de Paris. Par une manœuvre politique habile, il fit casser le testament de Louis XIV. Le duc du Maine fut dépouillé de ses pouvoirs, les bâtards furent déchus de leur rang de prince du sang. La volonté du plus absolu des monarques n'avait pas survécu 24 heures à sa propre mort. C'était le premier signe que le système, si parfait en apparence, reposait entièrement sur la personne du roi. Sans lui, la machine se détraquait. L'ère de la régence commença. Ce fut une explosion de liberté et de débauche, une réaction violente contre l'austérité et la dévotion des dernières années du règne de Louis XIV. La cour quitta Versailles pour Paris. Les fêtes reprirent, plus folles que jamais. Philippe d'Orléans, le régent, homme d'esprit mais athée et amoral, donnait l'exemple depuis son palais royal, où ses petits soupers devinrent légendaires pour leurs orgies. L'aristocratie, si longtemps contenue dans la cage dorée, se vengea de décennies de frustration. Mais cette libération des mœurs s'accompagna d'un effondrement financier et moral. L'aristocratie, éduquée à Versailles à l'intrigue, à la flatterie et à la recherche du plaisir, se révéla totalement incapable de gouverner le pays. Le seul objectif était de s'enrichir le plus vite possible. Le système de l'eau, une tentative de créer du papier-monnaie, se transforma en une bulle spéculative gigantesque qui ruina des milliers de Français et discrédita durablement l'État. Le cynisme, qui sous Louis XIV était un instrument de gouvernement, devint la seule idéologie. Le fossé entre l'élite et le peuple, déjà immense, devint infranchissable. Le peuple de France, qui avait supporté les guerres et les impôts écrasants du roi Soleil au nom de la gloire nationale, ne voyait plus dans ses successeurs qu'une caste de parasites corrompus et inutiles. Les scandales, qui sous Louis étant des outils de contrôle confinés à Versailles, devinrent publics et sapèrent les fondements mêmes de la monarchie. Le système de Versailles avait survécu à son créateur, mais en se vidant de sa substance politique. Louis XV et Louis XVI continuèrent de régner depuis le palais de leur ancêtre, perpétuant une étiquette devenue absurde, entourée d'une noblesse qui n'avait plus aucun pouvoir réel, mais qui conservait tous ses privilèges. Versailles était devenu une coquille vide, un théâtre magnifique où l'on jouait une pièce que plus personne ne comprenait, et surtout pas les acteurs. La Révolution française, qui éclata en 1789, n'est pas née de rien. Elle est à l'héritière directe du système de Louis XIV. La concentration de tous les pouvoirs à Versailles, la mise à l'écart de la noblesse, la création d'un État centralisé, tout cela a paradoxalement préparé le terrain pour la République. Mais c'est surtout la coupure totale entre la nation et ses élites, enfermées dans leur paradis artificiel, qui a allumé la mèche. L'absolutisme, en détruisant tous les corps intermédiaires, a laissé le roi seul face au peuple. Lorsque le peuple s'est soulevé,
Il n'y avait plus rien pour amortir le choc. Le palais de Versailles, ce chef-d'œuvre de l'art et de la politique, est devenu le symbole de l'oppression et de l'injustice. La foule qui le prit, en octobre 1789, était l'écho de celle qui avait fait trembler le jeune Louis dans son lit, plus d'un siècle auparavant. L'histoire était bouclée. Le descendant du roi qui avait fui Paris fut ramené à Paris de force en attendant l'échafaud. Louis XIV avait bâti un monument éternel à sa gloire, mais le prix de cette gloire fut la destruction de sa propre dynastie. En créant la cage dorée, il a transformé l'aristocratie en un animal de compagnie inutile et a coupé la monarchie de ses racines. La question demeure, son système était-il un chef-d'œuvre de stratégie politique qui a assuré la prédominance française pendant un siècle ou une machine de corruption morale qui a inévitablement conduit le royaume à sa perte? Exprimez votre avis dans les commentaires. Le fantôme du roi Soleil hante encore nos débats sur le pouvoir.